Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Le titre de l'émission ce soir, nous allons revenir sur l'un des fléaux, un virus qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. On n'apprend rien à personne lorsqu'on parle de corruption en Algérie. Malheureusement, la question qui se pose ce soir, lutte contre la corruption ou lutte des clans? C'est la question que nous allons essayer de poser ce soir avec nos invités. Nous allons revenir aussi sur l'APS. Vous le savez régulièrement maintenant, le 6 mars, le 26 mars et encore en ce début du mois. Et encore hier, mardi 11 avril, l'APS qui ressort donc un édito, un papier, notamment autour de la corruption présumée, affaire de corruption, remettre les pendules à l'heure. Dans un passé pas très lointain, les scandales de corruption étaient ramassés à l'appel. Cette période de malversations diverses, de fuite des capitaux, de trafic en tout genre et de collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables est désormais révolue. Ici, donc, on prend pour exemple donc, le cas. Donc, hélas, je cite bien sûr l'APS, c'est le cas, hélas, de l'ex-ministre de la PME-PMI, Nassim Diafat, qui a usé et abusé de ses fonctions, nous dit-on. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice. L'épisode de Diafat est la preuve de la fin de l'impunité. La gangrène est traitée immédiatement et elle ne doit pas se généraliser comme par le passé. Donc nous allons essayer de comprendre où en est la corruption aujourd'hui. On nous parle même qu'il reste encore quelques détritus et on nous parle même de microscopiques, vraiment de choses très légère, infime à voir. Ce sont les mots employés ici au sein donc du communiqué de l'APS. Donc on va tout simplement se poser des questions. D'abord, est-ce que réellement la corruption est-elle révolue en Algérie? Où en est la situation aujourd'hui au moment où les Algériens ont de plus en plus de difficultés à vivre au quotidien avec des bas salaires, avec un chômage, un mois de Ramadan très compliqué pour les Algériens. On reviendra aussi sur le fait que le président algérien en a fait un de ses chevals de bataille. Il avait dit clairement, on l'écoutera tout à l'heure, il avait dit clairement avant d'être élu qu'il savait où était l'argent corrompu. Déjà ça c'est assez fort et qu'il allait tout faire pour la récupérer. Et puis on se posera aussi cette question importante, peut-on parler de lutte de corruption dans un pays sans parler de démocratie, sans parler de liberté d'expression, sans parler de transparence et sans parler de justice? L'indépendance de la justice est primordiale pour pouvoir faire des enquêtes. Et encore une fois, ici, c'est l'APS qui nous donne comme ça des brindilles d'éléments sans réellement nous donner des éléments précis. Pour en parler avec nous, Mourad Yefsah. Bonsoir, cher Mourad, militant politique au sein du CAF-ACS. Bonsoir. Bonsoir Chahban, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les Algériens là où ils sont, qui nous écoutent. Merci. Est-ce que Brahim Younsi est avec nous? Oui. Oui, Brahim Younsi est toujours aussi fidèle. Merci à tous les deux. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA 82 à 88. Bonsoir. Bonsoir Chahban. Bonsoir aux téléspectateurs. Je leur souhaite par anticipation un bon ftour et je salue Yefsah. Merci infiniment, cher Brahim Younsi. Première question à vous tous les deux, messieurs, encore une fois sur la forme. On ne peut pas ne pas s'intéresser à cette APS, cette agence presse-service qui, je le rappelle aux téléspectateurs, dans chaque État, normalement, il y a une agence officielle. En France, c'est la FP, par exemple. En Algérie, c'est la APS. Donc, c'est une agence qui est censée donc, récupérer un certain nombre d'informations, faire aussi des vidéos de l'investigation, afin que les médias du pays concerné ou des médias étrangers ou n'importe quel institut abonné puissent aller puiser des informations. En l'occurrence, là maintenant, depuis quelque temps, on a régulièrement des sorties de l'APS avec un certain nombre de mots, de choses qui sont dites. Brahim Younsi, je commence avec vous. Vous avez aussi été longtemps journaliste. On a ici une APS en première ligne de front qui nous donne des informations sur des personnes. En l'occurrence, donc c'est l'ancien ministre Nassim Diafat, où les Algériens n'ont pas spécialement
entendu d'enquêtes, d'informations, des médias, des débats, des analystes, des observateurs sur les plateaux télé ou sur les différentes presses écrites qu'il y a en Algérie. Ça vous surprend? Et deuxième question comme ça, vous avez la parole juste derrière concernant cet APS. Est-ce que cet APS aujourd'hui n'est pas peut-être là aussi pour régler des comptes ou assouvir peut-être les besoins peut-être d'un certain clan, s'il y a plusieurs clans, notamment peut-être celui du président de la République, Brahim Younsi? L'APS, c'est la voie officielle du pouvoir, du gouvernement en place. Ça l'a toujours été. Vous savez, en 1965, l'APS était acquise au pouvoir en place. Et le 20 juin, elle défendait les positions du nouveau pouvoir, des putschistes de 65. C'est ça la fonction de l'APS, parce que c'est une agence gouvernementale. Elle obéit aux ordres du gouvernement et elle défend les positions du gouvernement. Elle est faite pour ça. Ce n'est pas le cas d'autres agences. L'AFP a changé, elle a changé de statut. Il y avait à l'époque l'agence TASS qui ressemblait, ou l'APS ressemblait à l'agence TASS, à l'agence soviétique. C'est la voie de la vérité. Et l'APS joue ce rôle-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on doit appeler ça un éditorial, ce que vous nous avez lu, ou lu quelques phrases. J'ai lu ce papier, j'ai été très surpris sur le plan, non pas seulement politique, mais sur le plan moral, parce que le rédacteur est un peu, c'est pas signé, le rédacteur est un peu curieux sur le plan moral, sur le sens moral des choses, parce qu'il écrit, il y a évidemment, c'est moi qui ajoute encore, il y a évidemment encore quelques affaires ici et là, sans toutefois atteindre un niveau inquiétant. C'est une acceptation de la corruption, c'est une acceptance de la rapine. Un État doit s'attaquer à toutes les corruptions, fût-elle la plus minime qui soit. On ne tolère pas la corruption, on ne tolère pas les malversations. Or, lui, il se contente qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait peu de corruption. Alors que, forcément, avant de découvrir la corruption, on peut soupçonner qu'en Algérie, la corruption, les malversations restent au moins au niveau à leur niveau d'il y a quelques années. Mourad Ifsah, rebonsoir, je viens à vous. D'abord, cette APS, effectivement d'abord sur la forme, hein, quand on en prend note, c'est toujours assez particulier. Et puis, est-ce qu'elle entre pas en campagne aussi, peut-être, à faire les éloges, à essayer de faire ressortir comme ça des dossiers, enfin c'est pas un dossier, c'est vraiment des informations comme ça qui sont dites, qui ne sont même pas d'ailleurs au conditionnel. Hein. Je rappelle qu'à chaque fois, les Algériens n'ont pas affaire à toute une enquête derrière avec des informations précises, notamment sur ces affaires, hein, où on remet en cause un ex-ministre, notamment ici Nassim Diafat. Je vais reprendre, tout à fait d'accord avec ce que disait déjà donc Monsieur Younsi. Sur la caractérisation de l'APS comme un organe effectivement de propagande. Il prend cet aspect-là et non pas comme un organe de division de l'information. Quand la corruption déjà, c'est un indicateur de la qualité de gouvernance d'un pays. Et c'est un indicateur majeur, c'est pas un indicateur secondaire. Et quand cet indicateur, effectivement, donc, il pointe la corruption au niveau gouvernemental, cela veut dire qu'il est au point le plus haut donc de sa valeur. C'est comme donc la corruption, c'est comme la gangrène, c'est comme un cancer qui attaque un corps.
quand le cancer atteint un organe vital donc du corps humain, ça veut dire qu'il y a un risque il y a un risque grave sur l'humain lui-même. Et là justement, il parle d'un ministre, c'est-à-dire le plus haut niveau donc des structures de l'institution gouvernementale. Donc c'est gravissime. C'est pas une question de quantité, c'est une question donc de qualité. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, quand on lit effectivement cet article, c'est qu'on prend les choses, mais vraiment très à la légère. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème de corruption de ceux qui ont été arrêtés, mais rien n'a été traité de manière transparente. On ne sait pas exactement. Mourad. Donc on a une trentaine de généraux, on a une trentaine de ministres qui sont en prison. Certains sont condamnés, d'autres ne le sont pas, et puis bien entendu par une justice qui est loin d'être indépendante. Je vous interromps, on va y venir. C'est vraiment l'axe principal. Je voulais vous entendre. Il était important de vous entendre sur l'APS. Un petit retour en arrière avant d'être élu en place au pouvoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait dit clairement qu'il qu'il savait où était cet argent, qu'il allait tout faire pour la retrouver et qu'il avait de quoi contrer ceux qui lui mettraient des bâtons dans les roues. On l'écoute. ونوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة. على الباكيشة. أنا الأموال تسترجع. معروفة راها في البارادي فيسكو. معروفة راها في استثمارات. هنا وفي الخارج معروفة في ممتلكات معروفة ومعروفة. نجيبها. كيف يعني؟ نجيبها نزيد نأكد لك ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش. لأن البعض قال باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش. أنا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجودة، نعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الأماكن مش المكان. أماكن بلدان في بلدان. ما نقدرش ما نزيدش نسأل في هذا الموضوع. لا لأن أمور تتطلب نوع من السرية لا للمتحرين ولا رتح الأموال الضخمة اللي تهربت. On a des estimations? لا با ديستيماسيون لأنها تهربت لمدة 10 سنوات ماهيش ولا 12 سنة ماهيش في دفعة واحدة ولا. هو الشيء الإيجابي أن الدول الأوروبية وأنا شاكرهم أغلبهم يعني مدوا لنا يد المساعدة ومستعدين باش يديروا التحريات معنا. Voilà, ici donc un an avant son élection, il avait dit clairement, c'est rare d'entendre un chef d'État, c'est vrai que le président algérien fait pas mal de sorties, mais il avait bien commencé pendant sa campagne. Il avait dit clairement qu'il savait où était donc cet argent appartenant donc au peuple corrompu depuis plusieurs années. Brahim Younsi, on entre un peu dans le fond du sujet, on va essayer de prendre un peu de hauteur avec cette question ce soir. La lutte contre la corruption d'abord, il y a certainement cette lutte des clans. On verra dans un deuxième temps, est-ce que lorsqu'on est peut-être dans le bon côté du clan, est-ce qu'on est épargné de la justice ou est-ce que ou pas? Mais peut-être cette corruption aujourd'hui dans un pays où la justice du téléphone, en tout cas, est criée chaque jour. Les Algériens en parlent énormément, régulièrement, les analystes, les observateurs. Comment est-ce possible de parler de lutte contre la corruption encore aujourd'hui en 2023 sans parler de démocratie, de transparence, vous le disiez tout à l'heure aussi, et d'indépendance de la justice? Absolument. Vous avez mis le doigt dans la plaie. Sans transparence, sans démocratie, sans justice, on peut lutter contre les moulins à vent. Je ne crois pas du tout, personnellement, à Abdelmadjid Tebboune. En 3 ans et plus de 3 ans de gouvernance à la tête de l'État,
quelle procédure a-t-il engagée? Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'ailleurs. Il disait qu'il ne pouvait pas récupérer l'argent de l'extérieur en claquant des doigts, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais quelle plainte a-t-il engagée contre des personnalités gouvernementales de l'époque qui sont en fuite et qui sont parties avec la caisse? Rien. Tout à l'heure, Morad Ifsah parlait de gangrène, l'article de l'APS aussi. Et c'est curieux d'ailleurs comment l'APS traite cette question de la corruption, cette gangrène dont il parle. L'auteur parle de la gangrène et parle de traiter la gangrène. Or, une gangrène, quand elle s'installe, c'est très difficile de la traiter médicalement. Il faut amputer. Donc, il faut absolument amputer. Nous ne voyons pas les amputations. Au contraire, nous voyons que ce pouvoir est en train d'absoudre des corrompus. Nous en avons vu quelques-uns. Il y aurait eu des erreurs judiciaires. S'il y a eu des erreurs judiciaires, à ce moment-là, il faut absolument faire un nouveau procès. Mais nous savons que la justice algérienne est une justice aux ordres. Elle a toujours été aux ordres. Et tout cela, il y a toujours un club des nantis qu'on punit. Tebboune et sa clique sont en train de punir l'autre club des nantis. Et il est en train de sortir le sien, d'extraire le sien des prisons et de le remettre dans le circuit économique. C'est dire que nous sommes dans le serpent qui se mord la queue. Je ne vois pas beaucoup d'avenir à notre pays sur cette question-là. D'ailleurs, l'indice global de la corruption dans le monde est sorti il y a quelque temps. L'Algérie est classée à la 116e place. Hein, pas très loin du dernier d'ailleurs. Bon, il y a 180, mais il y en a beaucoup qui sont à la 180e place et l'Algérie occupe la 116e place. C'est dire que la corruption dans notre pays est une institution. Morad Ifsah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu selon les recherches un peu, c'est toujours pas simple hein, puisque c'est pas du tout transparent, mais on a une quarantaine de généraux, autant de ministres, on a des patrons aussi de hautes entreprises hein, qui sont inculpés, qui sont derrière les barreaux. D'abord d'un point de vue général, effectivement, est-ce que le pouvoir algérien, est-ce que le président de la République peut se permettre de dire aux Algériens en toute transparence la lutte contre la corruption, donc c'est OK. Et puis on nous parle même de résidus. Aujourd'hui, il resterait quelques résidus microscopiques réellement. Mais est-ce qu'on peut réellement dire ça aux Algériens, aux Algériennes, au monde entier, quand on sait la problématique de cette justice, problème de justice en Algérie, de démocratie, et puis, j'en rajoute un, la légitimité, ce qui est important aussi auprès de son peuple quand on est chef d'État. La dernière information qu'il donne, parce qu'on va pas spéculer sur des choses que nous ne connaissons pas, mais partant des propres informations que les organes de propagande du pouvoir lui-même nous donne, à savoir donc le ministre qui a été arrêté pour corruption. Donc c'est eux qui le disent. Mais ce ministre qui a été arrêté, la pratique de la corruption, et il l'a pas découverte en tant que ministre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà dans des rouages. Donc il a été déjà placé en tant que ministre en ayant déjà auparavant, quand on regarde un peu son CV, en étant déjà pratiqué cette activité durant plusieurs années. Donc on est encore très loin donc de la lutte finale contre la corruption en Algérie. Et tant que là pour l'instant il y a que
Il n'y a que la partie visible de l'iceberg qu'ils essayent de nous montrer, parce que la corruption, elle est arrivée au plus haut sommet donc, de la pyramide. Ça veut dire qu'en bas, il y a des citoyens qui souffrent tous les jours de la corruption, de la pratique quotidienne, que ce soit dans les administrations, que ce soit au niveau donc, des institutions financières ou autres. Donc le gouvernement lui-même, il a placé au premier rang de ses priorités le déblocage de projets économiques et d'industrie qui étaient bloqués pour des raisons entre guillemets de corruption. À ce jour, le nombre de projets, il n'a pas encore tout débloqué. Donc on est vraiment encore loin. Ceci dit, c'est le fait qu'ils disent qu'effectivement donc ils se donnent l'objectif d'en finir avec la corruption. C'est une bonne chose. Mais la première des choses justement pour réellement nous convaincre qu'il est sincère dans cette lutte contre la corruption, il faut qu'il commence par être transparent et nous donner la bonne information. Et nous donner l'information, il faut qu'il donne la possibilité à des contre-pouvoirs médiatiques, à des reporters, à des journalistes professionnels libres et indépendants de pouvoir les contredire, de pouvoir faire effectivement des investigations. C'est la première des choses pour qu'on puisse effectivement croire en leur volonté donc de lutter contre la corruption. Tant qu'ils n'auront pas permis à des professionnels de l'information, de l'investigation, à des associations indépendantes de lutte contre la corruption, de faire leur travail et de diffuser le résultat de leurs investigations, tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra pas les croire. Même s'ils peuvent éventuellement dire des choses vraies, mais elles seront toujours entachées donc, de cette volonté de vouloir faire toujours de la propagande. Dernière chose, il parlait tout à l'heure, le président, donc, de corruption pendant 10 ans ou 12 ans. Mais la corruption, elle date depuis très longtemps. L'un des élus à l'Assemblée nationale en 62, 63, déjà avait parlé donc de la corruption de l'un des leaders de la révolution dans certaines wilayas qui avait profité donc de sa position pour bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la corruption, elle a commencé depuis très longtemps, c'est pas seulement depuis 10 ans ou 12 ans. C'est pour ça que je pense que c'est un phénomène qui est nocif, c'est un vrai cancer dans un pays. Dans un pays, on va parler d'ailleurs, dans un instant, on revient, on va évoquer un deuxième point sur la légitimité effectivement avec le peuple, c'est bon, on l'a compris, mais aussi à la diplomatie algérienne, parce que ça, effectivement, ça touche l'image de l'État, ça touche à sa réputation, ça touche aussi aux investisseurs, au développement du pays. Mais j'aimerais qu'on réécoute ici l'ancien patron de la DGSN, Direction Générale de la Sécurité Nationale, Monsieur El Hamel, qui est poursuivi lui aussi pour des affaires de corruption. Donc il était quand même bien placé, il était à la DG des services. Il disait clairement que il fallait être, pour accéder, il fallait être intègre. Pour parler de corruption, il fallait être intègre. Et on rappelle tout de même que le président de la République actuelle, Abdelmadjid Tebboune, a fait partie tout de même d'un tout un système en tant que wali, en tant que ministre du temps des années d'Abdelaziz Bouteflika. Donc il faisait aussi partie de cette ambiance, de cet environnement, de cette atmosphère. Alors est-ce qu'il est au responsable, inculpé, etc. Bon, pour l'instant, la justice n'a rien dit, mais en tout cas, c'est un élément important. On en parle dans un instant. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. Voilà, on vient d'écouter donc l'ancien patron de la DGSN. Brahim Younsi, je reviens à vous là sur cette question en troisième partie. Je voudrais qu'on consacre aussi un peu, essayer de décortiquer sur le fait qu'il y ait peut-être plusieurs clans, voire 2 clans. Est-ce que ce jeune ministre, malheureux pour lui, ne fait pas partie du bon clan? Donc aujourd'hui, on fait tout pour l'éjecter. Mais ça sera dans un deuxième temps. Mais cette corruption aussi, vous le disiez, elle gangrène, elle touche aussi à la réputation de l'Algérie, de l'État algérien, à l'international, aussi à son investissement, à l'économie et peut-être même dans cette situation de crise géostratégique, même si on voit le balai des limousines avec tous ces responsables qui débarquent, je pense que les uns et les autres sont quand même conscients qu'en Algérie, il y a des gros problèmes de dilapidation depuis plusieurs années, et même les dirigeants actuels ne sont pas si propres et intègres que ça.
tout à fait. C'est le ballet des limousines, mais c'est aussi le banquet des filous et des gredins. C'est cela aussi l'Algérie, c'est des filous et des gredins, c'est des voleurs, c'est la République, comme nous le voyons, des copains et des coquins. Nous n'en sortons pas, hélas, parce qu'il faut absolument un coup d'épée pour trancher tout cela. Vous savez, nous avons affaire, et c'est le passage de l'ancien, il était chef de la police, je crois. Exactement, oui, la DGSN. C'est ça. Ce personnage nous laisse dire que nous avons toujours affaire à des cannibales et à une cannibalisation de l'État. Nous ne sortons pas de ce cannibalisme. L'État est purement et simplement rongé par cette gangrène, par cette lèpre qui a investi l'ensemble des rouages de l'État. C'est vrai qu'il est difficile de cureter tout cela, d'enlever toute cette saleté et toutes ces mains sales qui tiennent l'État. Et nous voyons que ce n'est pas fini, c'est le ténia qui se reconstitue dès que l'on coupe mais il faut couper la tête, et il y a des têtes. Et les têtes sont toujours là. Tebboune en fait partie. Il était impliqué, il faut le dire, dans l'affaire Khalifa. Il s'en est sorti parce que c'est la République des copains et des gredins ou des coquins qui l'ont sauvé. Nous sommes dans une situation où la corruption s'est généralisée. Et c'est difficile, en effet, de lutter contre s'il n'y a pas des équipes constituées. J'allais presque faire allusion à un film connu qui s'attaquait à la corruption aux États-Unis. Il faut absolument, parce que la corruption fait beaucoup de mal à l'État et au peuple algérien. Mourad Ifsah on a parlé, parce que ça touche l'économie, ça touche la vie de tous les citoyens algériens. L'Algérie s'appauvrit, ils appauvrissent l'Algérie et par voie de conséquence, ils appauvrissent et jettent dans la misère des pans entiers de la population algérienne. La corruption des cols blancs est très difficile. Vous avez parlé tout à l'heure des effets, de l'image que peut avoir l'État algérien, l'État corrompu algérien à l'extérieur. J'ai donné tout à l'heure l'indice de corruption que les institutions internationales établissent. Et l'Algérie se retrouve en queue de peloton. Elle est très mal classée, comme pour d'autres choses. Mais sur la question de la corruption, ces gredins, ces voleurs, ces pilleurs sont chez eux. Comment lutter? Parce que la justice aussi est gangrénée. Toutes les institutions sont gangrénées. Strictement rien n'a pas changé. De mon point de vue, étant donné les échos qui m'en parviennent, la corruption s'est même aggravée dans ce pays. Mourad Ifsah, on va évoquer aussi ce point avec vous. Alors on va juste rappeler qu'il y a aussi quelques personnalités qui sont connues, qui ont été emprisonnées. Aucune information sur leur acquittement ni procédure, mais qui ont retrouvé des responsabilités. Alors direct ou indirect, notamment M. Djebar Mahna, qui aujourd'hui est totalement libre et puis qui a même des responsabilités. On sait que les anciens généraux ont été honorés, commémorés, le général Mediane dit Toufiq ou encore le général Nazar. Entre autres, pour information tout de même, il faut savoir que l'annulation de la peine de 3 ans de prison ferme prononcée à l'encontre donc de Abdelhamid Melzi, notamment à l'encontre, il est l'ex-directeur de la résidence d'État Sahel, donc Abdelhamid Melzi, condamné en décembre dernier par le tribunal correctionnel de première instance de d'Al-Beida. Quand on
s'intéresse à son cas, ce sont quand même des lourds dossiers, mais voilà, acquitté, annulé donc dimanche dernier. Et puis lundi, les deux frères Oulmi acquittés dans l'affaire de non-déclaration de la valeur réelle de leur terrain. Voilà pour quelques éléments comme ça. Donc Mourad Youssaf, vous pouvez bien sûr revenir sur le point qu'on vient d'évoquer. Et puis cette question en fait, est-ce qu'aujourd'hui réellement le pouvoir ou les pouvoirs en Algérie, est-ce qu'il y a réellement une lutte de corruption ou s'il y a une lutte de clans qui arrive un peu à nettoyer, à faire du populisme parce qu'il est dans le bon clan et qu'il a les pouvoirs de faire enfermer telle personnalité, puis peut-être que dans 3-4 ans ils sortiront à nouveau. D'ailleurs, il y a un internaute qui a dit clairement 3-4 années de prison pour calmer les Algériens. N'importe quel Algérien serait prêt à séjourner 3 ans en prison pour des dizaines de milliards, en reprenant notamment les frères Oulmi, Melzi, entre autres, par exemple. Je pense qu'il faut qu'on revienne à la nature même donc, du gouvernement de M. Tebboune qui a inauguré un régime de crise à la suite donc, de l'ouverture du processus révolutionnaire de février 2019. On ne peut pas oublier que ce régime de crise est toujours en crise. Pour la simple raison, c'est que l'immense majorité du peuple algérien a contesté le système politique en place, a contesté la façon dont les gouvernements sont installés, les pouvoirs sont renouvelés. Et jusqu'à présent, donc, il n'y a pas eu de solution ni politique, ni démocratique, ni juste d'ailleurs. Et on est toujours donc dans ce régime qui est toujours en crise. Et la nature de ce régime fait que, bien entendu, il est désigné au sein donc du système parmi ses clientèles, parmi ses différentes composantes. Ce qui fait que la lutte de clans, elle est bien entendu à l'intérieur du système, puisque le système ne s'est pas ouvert au peuple algérien pour qu'il puisse contrôler son destin. Si effectivement il y avait une ouverture pour que le peuple désigne légitimement ses gouvernants, à ce moment-là, effectivement, on aurait commencé à en finir avec la lutte des clans. Mais on n'est pas encore sorti de là. Donc je pense qu'on est toujours dans le système qu'on a hérité depuis maintenant plus d'une cinquantaine d'années, avec des régimes qui se suivent en fonction des rapports de force à l'intérieur même des composantes politiques, économiques, financières, syndicales, et autres, bien sûr, y compris la corruption à l'intérieur donc de ce système. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez très bien commencé en parlant donc de l'APS qui est un peu la colonne vertébrale du système de propagande donc du système en place. C'est que tant que nous n'avons pas des organes d'information viables, tant que nous n'avons pas une liberté d'expression, une liberté donc pour les journalistes d'exercer, une liberté d'investiguer avec une protection juridique, une protection physique, une protection à tous les niveaux donc des journalistes, on ne peut pas avoir des informations je dirais viables sur la nature des procès qui sont en cours. Parce que nous savons tous qu'effectivement, ce système, ce pouvoir est corrompu et que les principaux dirigeants qui ont présidé aux destinées du pays étaient totalement impliqués et l'arrestation d'un ensemble de généraux, de ministres et de premiers ministres n'a fait que démontrer donc je dirais ce point de vue, cette opinion que nous avions donc de ce système. Mais encore une fois, nous ne savons pas l'ampleur donc des griefs qu'on peut avoir contre ces gens-là. Nous ne connaissons pas tous les méfaits de ces gens-là. Pour la simple raison, c'est que la justice n'est pas indépendante.
comment dirais-je, les services de sécurité qui étaient chargés donc de faire ces investigations, de faire des dossiers, ne sont loin d'être indépendants. La preuve, vous avez montré donc le plus haut dirigeant de la DGSN lui-même qui disait que à l'époque, dans le cadre donc de la lutte entre eux, qui disait que pour mener donc la lutte contre la corruption, il faut être propre. Il ne faut pas seulement être propre, il faut être bien sûr propre. Il faut avoir un courage politique, mais aussi il faut avoir je dirais, une équipe. Et il n'y a que c'est pas un travail, c'est pas un travail d'un individu, la lutte contre la corruption. C'est une question de donner les moyens au peuple algérien pour combattre les corrompus. Et le seul moyen pour combattre les corrompus, c'est de donner ces moyens au peuple algérien au travers de la souveraineté sur ses institutions et sur ses ressources. C'est le seul moyen. Sans la souveraineté du peuple algérien sur ses institutions et sur les ressources, nous ne pourrons pas lutter, je dirais, positivement contre la corruption. Ce sera tout le temps, effectivement, dans le cadre donc de lutte de clans, de règlement de comptes, etc., etc. Donc, on revient à l'aspect fondamental, celui donc de redonner la parole au peuple algérien pour qu'il puisse contrôler lui-même ses institutions, du bas jusqu'en haut, c'est-à-dire que du maire jusqu'au président de la République, en passant par toutes les institutions intermédiaires et par tous les corps constitués, y compris les corps constitués, parce qu'aujourd'hui, la nature militaire du régime fait que, donc, c'est le rapport de force. Le général qui est plus fort aujourd'hui arrête le général qui est plus bas que lui, et vice-versa. Et je reviens à vous. Il peut passer donc rapidement donc de la tête d'un corps constitué en prison, comme il peut passer donc de la prison vers un poste le plus éminent au sein de la République. Et c'est ça justement le problème donc de la nature de crise de régime. Je reviens à vous, Mourad Yefsah. Pour suivre un peu ce que disait Mourad Yefsah, Brahim Younsi, est-ce qu'on arrive tout de même à s'y retrouver? Alors, c'est vrai que d'informer, de donner des éléments comme ça aux Algériens, aux Algériennes et puis au monde entier, notamment avec ces communiqués. On a bien compris que les temps sont révolus. On est en 2023, il y a des réalités qui sortent sur les réseaux sociaux, il y a des vérités qui se disent. Hein. L'Algérie n'est pas enfermée, bien au contraire. Hein. Elle est ouverte notamment via les frontières, les libres frontières telles Internet. Mais est-ce qu'on arrive tout de même à s'y retrouver? Est-ce que demain, par exemple, on a vu le frère de l'ancien chef d'État, donc Saïd Bouteflika, se retrouver derrière les barreaux. Est-ce que demain, on pourrait peut-être retrouver les hauts ministres actuels, le chef d'État actuel, peut-être derrière les barreaux, parce qu'il y aurait la prise du pouvoir par un nouveau clan ou un changement ou une nouvelle sortie du peuple, par exemple, qui permettrait à ces responsables de se retrouver face à leurs responsabilités? Ce n'est pas à exclure. Ils ne sont pas à l'abri. S'il y a un coup de force ou il y a un changement de régime, même si nous allions vers un régime démocratique, c'est tous ces gens qui ont occupé des fonctions régaliennes, des fonctions ministérielles, tous ces cols blancs, seraient appelés à être jugés d'une manière ou d'une autre, à la condition bien sûr qu'il faut apporter les preuves de leur culpabilité. Or, aujourd'hui, à quoi nous assistons? Nous assistons à l'absolution de personnes, de personnalités qui ont été jugées et condamnées. Et un chef d'État décide de les absoudre. On a l'impression qu'ils se rendent un peu service, on se rend un peu service les uns aux autres en fonction de si on est aux responsabilités, si on a les clés des menottes. Enfin, on a l'impression que c'est... Oui, mais c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Et comme disent les chrétiens, on leur donne le bon Dieu sans confession. C'est quand même terrible. Et que des gens qu'on a soupçonnés d'avoir détourné des milliards de dollars et qui se retrouvent dehors parce que c'est la bonne volonté, c'est le bon plaisir d'un homme ou de quelques hommes qui bafouent la justice, alors que nous savons que les élites
en col blanc prennent presque toujours le minimum. Mais les voleurs de poules chez nous, il vaut mieux attaquer une banque que de voler une poule. Sont emprisonnés pour plusieurs années. Ne parlons pas des politiques. N'en parlons pas des politiques. N'en parlons pas de ceux qui, pour un tweet ou pour un mot sur Facebook, ils sont arrêtés et mis en prison pour plusieurs années. Donc la question est que les gangsters sont plus respectables parce qu'ils prennent des risques. Quand ils attaquent une banque, ils prennent des risques. Et s'ils sont pris, ils vont pour plusieurs années en prison. Mais ces élites en col blanc, ces politiques, c'est que une simple écriture comptable et ils se retrouvent milliardaires. Il y a un problème, je crois, profond. C'est une question d'éthique. Et beaucoup de philosophes ont travaillé sur l'éthique et le politique. Il y a de l'éthique à installer dans notre pays. Nos gouvernants n'ont pas d'éthique. N'ont pas d'éthique. Et la gouvernance est quelque chose de très dangereux lorsque c'est l'absolutisme. Nous avons un souverain absolu, nous avons une dictature qui croit décider pour les biens et les hommes. Alors qu'ils ne sont pas élus démocratiquement et néanmoins ils agissent comme si ils avaient pris le pouvoir par le suffrage universel et qu'ils peuvent décider de la façon dont ils décident. C'est quand même terrible pour un pays comme l'Algérie qui ne cesse depuis des décennies de connaître, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Kenya, il y a toujours la recomposition, la reconstitution des mêmes ligues malfaisantes, des mêmes ligues qui pillent les biens de l'État, donc de la population. Et, je reviens à vous, Brahim. Il y a raison de dire qu'il y a des conséquences, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, des conséquences sur la population. De réelles conséquences. Je reviens à vous, Brahim. Brahim, si je reviens à vous, il nous reste encore 6 petites minutes d'émission et je voudrais peut-être vous faire réagir pour terminer sur notamment le traitement des binationaux concernant les médias. Je sais que vous étiez aussi mécontent, voire en colère sur ces annonces. Vous pourriez réagir si vous le souhaitez, bien sûr. Morad Yefsar, vous avez la parole un peu sur la continuité de ce qu'on vient de dire, un peu sur cette situation qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, tous les deux, vous avez une certaine expérience sur la géopolitique en Algérie. Vous connaissez bien le pays. On a du mal à s'y retrouver, moi, on va dire ça. Demain, quelles seraient les clés pour qu'à un moment donné, peut-être que les Algériens et les Algériennes soufflent un petit peu, voient réellement leur compte bancaire, voient réellement leur quotidien changer, voient aussi une autre Algérie comme ils espèrent l'avoir. C'est au peuple de décider, c'est au peuple de se relever, de continuer à se lever. Pas d'autre voie. Hein. C'est vraiment une question qui a été très bien étudiée dans le mouvement national, au travers d'ailleurs un mot d'ordre qui est resté d'actualité, la parole au peuple. C'est que dernièrement, donc, Monsieur Tebboune avait dit que les grands pays, ce n'est pas des forces militaires, mais c'est des forces économiques. Mais les grands pays, c'est la souveraineté des peuples. C'est ça le plus important. Il ne peut pas exister un grand pays si effectivement ce pays n'est pas aux mains de la souveraineté du peuple. Donc encore une fois, quand vous parlez tout à l'heure, donc effectivement de la corruption, Monsieur Tebboune, donc dans l'APS, la même agence, elle a publié dans cette même semaine. Donc elle parle donc du président de la République qui a pris une batterie de décisions pour dépénaliser les erreurs de gestion, etc. Parce qu'effectivement,
il y a tellement de corruption, tellement de ministres en prison, tellement de premiers ministres, de généraux, etc., qu'il est devenu donc difficile pour lui de faire travailler ses ministres, de faire travailler les directeurs généraux. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il a pris une batterie de mesures pour dépénaliser. Vous pouvez faire à la limite certaines choses, mais n'exagérez pas. Mais moi, c'est comme ça que je lis cet article. Donc, encore une fois, je pense qu'on ne sortira pas de cette spirale infernale parce que c'est une spirale infernale. Aujourd'hui, M. Tebboune, il se félicite du fait qu'il y a une allocation chômage de 13 000 ou 15 000 dinars par mois. Mais 13 000, 15 000 dinars par mois, combien de kilos de semoule peut-il acheter ce père de famille qui touche cette allocation chômage? Ou bien un SMIC à 20 000 dinars? Combien de sachets de lait, combien de kilos de semoule, combien de cahiers il peut acheter pour son enfance. Donc ce travailleur qui touche 20 000 dinars. Donc nous sommes dans une situation qui est loin d'être, je dirais, bonne, qui est loin d'être satisfaisante pour l'immense majorité du peuple algérien. Et je pense que le seul moyen, c'est qu'il faut qu'on change totalement de perspective. Il faut qu'on change totalement donc de logiciel, de la façon dont le pays est gouverné. Et à ce moment-là, donc il n'y a pas d'autre voie. Il faut revenir vraiment à la souveraineté du peuple algérien, lui redonner la parole pour qu'il puisse décider des gens qui vont diriger ce pays. Merci. En toute démocratie, en tout respect donc bien sûr des droits du peuple algérien et bien sûr sous son contrôle à tous les niveaux. Merci, et c'est comme ça que effectivement nous pourrons revenir à un État véritablement démocratique. C'est le combat et le travail que vous menez auprès du CRF ACS avec vos camarades militants, militantes. Merci. Brahim Younsi, 1 minute 30 rapidement. Vous voulez peut-être réagir sur le projet de loi d'information, les binationaux, ou alors réagir le mot de la fin sur la thématique de ce soir, comme vous voulez. Oui, je reste sur la corruption, parce que c'est un sujet très important. Cela ne veut pas dire que interdire aux binationaux de s'engager dans la presse algérienne, créer des journaux, créer des médias, etc. C'est une injustice absolue. Il faut absolument que, pour assainir la situation, et cette situation doit être assainie, indéniablement, le plus vite et le mieux. Et pour assainir cette situation, il faut absolument que la révolution sorte de son horizon d'attente. Il faut absolument qu'elle sorte de son horizon d'attente. Et parce qu'il y va de la pérennité de l'État algérien. Merci, cher Brahim. Merci, cher Brahim Younsi, analyste politique et membre du MDA de 82 à 88. Moulad Ifsah, merci aussi d'avoir été avec nous, militant politique au sein du CRF ACS, l'équipe en régie. Merci infiniment. Bon appétit. Dans un instant, Jamel Din Ben Chenouf. Bonne soirée à tous.